à Outria, s'était comme métamorphosé, envolé. Son corps charnel était bien là, se nourrissant du bois. Mais la nourriture, quand elle passait à l'intérieur de son esprit, à mesure qu'elle répondait aux questions de Dumayet, son esprit se retrouvait à 2000 kilomètres de là. Elle voyait la table de son grand-père, les immenses tables. Elle me disait c'était comme des banques, très grands, un peu bas. Et il étalait là les tissus, les costumes, les robes. Et vous êtes venue en France il y a longtemps, madame? Vous parlez bien le français. Oh, je suis venue en France, j'étais toute petite. Enfin, je suis née en France, je suis restée en France quelque temps. On m'a emmenée là-bas, j'allais passer mes vacances. Et puis, oui, bien sûr, je comprends la vie comme ça. Oui, la vie comme ça, dit Cécile. Eh bien, mon mari est venu chercher une veste de velours. Il paraît que vous vendez des vestes de velours. Et c'est cette veste-là que on a mis dans le paquet Marius et que j'ai porté un soir alors que le village était déjà endormi. J'avais pas envie de me promener dans le village avec des paquets sur les épaules et que les autres voient ça. Et Marius avait cette veste-là sur le dos. Nous sommes passés près de la maison de Marcel. Marcel guettait. On a ralenti, j'ai donné un petit coup de coude à Marius. Marcel nous a rejoints. On est descendus tous les trois. Et Marius disait, il commence à pas faire chaud, hein? Ça pourrait bien. Non, non. Marcel répondait, non. Il fait pas chaud, mais ça tient. Ah, mais je disais pas que... Non, c'est pas pour ça. Oh, ça va tenir jusqu'à lundi. Enfin, j'espère que ça va tenir jusqu'à lundi. C'est vous qui le dites, hein, Marcel, hein? On va... Qu'est-ce qu'on fait? Si vous gagnez... Non, non, mais il n'y a pas... Je gagne. C'est sûr, c'est là. Et même ce matin... Vous n'avez pas vu les corbeaux? Ils montaient pas. Et s'ils ne montent pas, il n'y a pas la neige. Ils restaient là. Il y a de la flotte qui va venir. Peut-être un petit coup de froid dimanche. Je ne suis pas sûr. Chaque jour, ça devient un peu meilleur. On est rentré. Cécile était là-bas dans le fond. Marius a regardé et a dit, bah dis donc, c'est pire que chez moi. C'est le bordel là-dedans. Ouais. Tout est entassé. Tout est pratiquement prêt, Marius. Marcel était gêné, il baissait la tête. Il ne voulait pas regarder les pièces. On a traversé la première pièce où il y avait les métiers à tisser. Avant, il n'y avait plus de métiers à tisser. Maintenant, tout était démonté, plat, ficelé, empaqueté, couvert de draps, de nylon. Dans la deuxième pièce, c'était pareil. Paquet, paquet, paquet. Dans la cuisine, enfin, il s'est retrouvé. Et il a dit, ah ben, il y a encore la table et les chaises. Oui, c'est à peu près tout ce qui reste, et puis la cuisinière. Installez-vous. Cécile, tu nous donnes des verres. Voilà, on se reboit un petit apéro. Petite cigarette, Marcel. Tu t'en roules une, toi? T'en veux une toute faite? Allez, serre-toi. Alors, qu'est-ce qu'on raconte ce soir? Ça marche? Comment tu as passé ta journée, Marius? Quand c'est comme ça, au fond, c'est calme. Hein. C'est là que le paysan y grossit. Je t'ai déjà vu faire, tu sais. Quand on était à Corcelles, c'était pareil. Ça bouffe toute la journée. Il n'y a pas grand-chose à faire. Marius en convainc. Marcel dit il y a toujours à faire, même l'hiver. Moi, voyez-vous, tant que j'ai eu mes vaches, l'hiver, je réparais mes chars, je réparais mes fourches. Les cornes, ça s'abîme tout le temps. Et puis, je préparais des barrières pour les champs. Oh, les barrières, les bestioles, à peine elles arrivent, elles vous les cassent. Alors moi, maintenant, je préfère un bon fil de fer barbelé, en haut, en bas, on décroche, c'est fini. Oui, c'est une idée. Je préférais les barrières. De toute façon, dans le fil de fer barbelé, moi, je vais le dire, ça. Hein. C'est une chose dégueulasse, parce qu'il y a des fois des bêtes, surtout les jeunes, quand elles n'ont pas l'habitude. Oh, les vieilles, quand elles se sont piquées une fois ou deux, si ça s'est pas envenimé, elles font attention. Mais les toutes jeunes, les velles, quand elles sont folles, qu'on les fait sortir pour la première fois au mois de mai, bah, elles s'accrochent. Moi, j'en ai une fois qui s'est crevée à un yeux. Et puis, j'en ai une autre, je ne sais pas comment c'est arrivé. Elle s'est dressée, elle ne le voyait pas, elle avait dû se piquer. Et c'était pas chez moi, c'est quand j'avais loué
les champs justement du cousin du Jean-Marie. Eh bien, il y avait un là, je m'étais dit, je ferais bien une barrière, mais je suis pas sûr qu'il me le reloue encore l'année prochaine. Puis il me l'avait pas promis, alors j'allais pas lui laisser une barrière pour lui. Puis c'était tellement grand que cette barrière, j'aurais pas pu m'en servir ailleurs. Ou alors pour m'en servir, il aurait fallu que je la coupe, et puis la couper, bah, qu'est-ce que j'aurais fait des chutes? J'aurais toujours pu les brûler, mais... Enfin, j'ai pas voulu, bah, j'étais bien bête. Le troupeau, il est monté jusqu'à là-haut, puis il connaissait pas bien le champ. Il y a bien la mère qui montait par devant, là, et puis qui les guidait, mais qui les guidait, une velle quand c'est pas sorti beaucoup, et puis j'ai eu tort, j'aurais dû les mettre d'abord dans le pré, derrière, près de la maison, les faire un petit peu à la liberté. Ça sort, c'est pur que des gamins. Eh ben, je suppose, j'ai essayé, enfin, j'ai voulu deviner, et puis je crois que c'est comme ça. C'est à peu près comme ça que ça a dû se passer. Voilà. Le troupeau qui est arrivé, ma femme, elle était avec le petit, il était encore petit, Camille. Elle s'est enfoncée dans le pré, puis elle lui a fait signe, retire le fil de fer. Le gamin, il a retiré le fil de fer. Au lieu de retirer celui du haut pour commencer, ce ballot-là, il a retiré celui du bas. Le troupeau qui était là, il a voulu s'avancer quand même. Il a buté dans le fil de fer. Et la petite velle qui était là-bas, elle a eu peur, elle a pris peur. Elle a dû se piquer, elle aussi. Mais au lieu de reculer, elle s'est dressée. Ben, fallait voir que c'était pas joli quand ils l'ont redescendu, cette bête. Parce que elle s'était prise le fil de fer. Elle a essayé de sauter, enfin bon, vers les mamelles. Elle n'avait pas de mamelles, elle était une toute jeune. Mais ça y avait arraché 2 tétines toutes petites comme mon pouce, là. Hein. Mais c'est déjà d'or, quand même, hein, ça se voit. Hein. Eh bien, cette petite-là, je l'ai soignée moi-même. J'en ai fait des lavages, comme ça. Je mettais de l'oxygéné. Je mettais... Ouf, du Marius. Quand y a une tétine de bousillé, ouh, ça, c'est la merde, parce que quand on veut les traire après, si on tire de trop, ça fait mal. Et puis elles font moins de lait. Ouh, ça, moi, j'aurais pas gardé une bête qui avait les 2 tétines qui s'étaient fait choper. Hein. Oui, mais je voulais pas. Je voulais pas, je me suis dit que... Pourquoi pas hein. C'était profond, hein. C'était profond. Alors j'ai bien lavé, j'ai bien tenu, bien propre. Je lui mettais pas de pansement parce qu'elle allait se lécher par là-dessous. Je voulais pas lui mettre cette mixture rouge, là. Ah oui, du mercurochrome, c'est ça? Ouais, c'est ça, du mercurochrome. Si j'en mets, elle va le lécher. En le léchant, ça va lui faire mal. Alors, je mettais un peu du sel le matin. Ça la chauffait, mais ça cicatrise bien. Et puis, il y avait ma mère qui disait, quand il y a une plaie qui guérit pas bien, chez les bêtes, il faut mettre un peu du miel. Alors, j'y avais mis du miel. Et puis, c'est vrai, ça avait guéri, ça a cicatrisé. De temps en temps, je la regardais. Elle se souvenait, hein, elle s'en est souvenue jusqu'au bout. Elle a eu un petit, mais quand il a fallu mettre le petit à téter en dessous, je voulais pas la première fois garder le lait de cette vache-là. Je me disais, elle va laisser téter son veau, hein, et puis le plus longtemps possible. Et puis ça va tout doucement disparaître, et puis c'est tout. Ça sera la première année, ça va un peu lui rôder les mamelles. Hein. C'était une idée qui n'était pas bête. Et puis Madeleine, elle dirait que oui, ça peut se faire comme ça. Eh bien, quand le veau, il a commencé à la téter, hein, qui tirait, puis qu'il fait venir en tapant du museau, vous savez comment ça fait, hein? Eh bien, ça lui faisait mal. Et pourtant, c'était une bête qui avait déjà 1 an. Et puis quand c'était arrivé, bah, elle avait 3 mois, 4 mois. Vous vous rendez compte, hein, que 8-10 mois après, ça lui faisait encore mal dedans. Et alors je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait eu, mais je crois que j'ai trouvé ce qu'il y avait eu. Que l'un des crochets du fil de fer avait touché le tuyau, le conduit par là où passe le lait. Oui, et que ça l'avait, par la cicatrice, ça l'avait un peu rétréci, ou bien ça lui avait retiré un peu de souplesse. Oui, c'est ça. Elle était moins souple. Et puis,
je l'ai pris après, la tétine, surtout une tétine. Je l'ai prise dans mes doigts, puis il y avait un endroit où on sentait que c'était plus dur, et puis il y avait comme un petit grain de café dedans. Ben, c'était là. C'était là. Puis ça, c'est resté sensible très longtemps. Alors, qu'est-ce que je devais faire? Ben, ce qu'il fallait faire, dit Marius, ben, il fallait pas la garder. Et puis vous avez été obligé de vous en défaire. Eh ben non, Marius. Je l'ai gardée encore. J'ai dit ça, je peux pas. Je peux pas. Pas parce que cette pauvre bête, c'est nous qui avons laissé le fil de fer. Pas elle. Alors je l'ai gardée. La première année, je l'ai laissée comme ça. Puis quand elle a eu ses chaleurs, je l'ai encore fait couvrir. Elle a eu un veau, elle faisait des veaux très très beaux. Puis je me suis dit, ben, l'idée, ça serait de lui faire des veaux, de faire élever les veaux par une autre. On peut toujours élever une vache, elle peut faire ses 2 veaux. Il y a toujours assez de lait pour 2 veaux. Et il y en avait une que j'avais bien en tête pour ça. Et puis elle, eh bien, je lui trairais tout doucement, en faisant attention à ce petit grain de café qui était dedans. Et puis, le premier lait, je ferais des bugnes, on ferait des beignets, on ferait... Hein, puis on en jetterait un peu. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, eh bien son lait redeviendrait propre et bien blanc. Et puis c'est moi qui vais la traire. Et puis je l'ai fait. Eh bien Marius, combien de temps que je l'ai gardé cette bête? Eh bien je l'ai gardée quand même 10 ans. Ah oui. Et j'étais content. Jusqu'au bout, il y avait le grain de café. Hein. Quand elle est partie, hein, ben, ça m'a fait quelque chose. Hein. Oh, moi aussi, il y a des bêtes que j'aime bien. Hein, Marius était d'accord. Il y avait des bêtes qu'il préférait à d'autres. Il y en a avec qui il avait quelque chose. Elle se tournait quand il s'approchait. Il leur accrochait la queue avec une sorte de pince à linge. Il les caressait. Quand il les faisait sortir, elle faisait attention avec leurs cornes pour ne rien accrocher. Oui, c'est vrai. Oh, il y a des bonnes bêtes. Des très bonnes bêtes. Bon, allez, santé. On vous amuse, là, hein? Non, non, dit Cécile. Ça me fait plaisir, je vais vous dire pourquoi. Marius, ouais, regardez Stéphane. Il fêtait, on parlait, on avait oublié Stéphane. Stéphane était endormi entre les pieds de Marius. Lui ne bougeait pas. Et il était déjà recouvert de tas de petites taches brunes et verdâtres. Et Marius a ri. Il s'est penché, il a caressé le dos de Stéphane. Il a dit, toi mon vieux, ça va te manquer Marius. C'est les bottes qui vont te manquer. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais m'acheter une paire de bottes. Et puis je te donnerai celle-là. Puis ça serait le souvenir pour Stéphane. Un coup de sonnette à la porte nous a fait sursauter. Cécile m'a dit, j'y vais. Et Marcel a relevé la tête, il a dit, ça doit être la Madeleine. Ben, justement, c'est très bien. Qu'elle rentre, elle va prendre un petit verre avec nous. Oh, ça m'étonnerait. Ça, elle va dire que je revienne, qu'elle a besoin de moi à la maison. On a attendu 1 minute ou 2, on entendait Cécile qui parlait là-bas. C'était vraiment Madeleine. On reconnaissait sa voix. Et puis Cécile est venue dans la cuisine, mais elle est venue suivie de Madeleine. Elle a tendu une chaise à Madeleine. On lui a tendu un verre. Et on a pris avec elle à la santé. Et j'ai dit à Madeleine, c'est bien la première fois que vous venez jusque dans notre cuisine. Oui, je me demandais bien qu'est-ce qu'il faisait là. Tu sais quelle heure il est, Marcel? Non, il doit être 8 heures. Mais t'y penses pas, il est près de 9 heures. Et moi je suis avec ma soupe sur le feu. Ouais, on peut attendre ta soupe, Madeleine. Tu sais, dans 5 jours, ils sont plus là. Oui, oui, je me le suis dit. Bon, on y va maintenant? Oh, t'as encore 1 minute. C'est le samedi, l'avant-veille du départ, que je suis allé chez Marius en me disant, c'est la dernière fois que je mets les pieds chez lui.
le dimanche allait se passer à vérifier les paquets, à rester tous les quatre dans la maison, en bas, entre la cuisine et la chambre. Chez Marius, c'était 1 heure avant la traite. Les bêtes ne sortaient plus. Les bêtes étaient maintenant liées dans les étables. Elles n'allaient même plus aux abreuvoirs, ils venaient de faire mettre l'eau à l'intérieur même dans les mangeoires. Pendant des mois, plus rien n'allait sortir de là. Marius m'a tendu une chaise, m'a dit « Serre-toi près de la cuisinière. Fais pas chaud, hein? Fais pas chaud. » Ça a gelé. Ah, plus que gelé. J'ai regardé le thermomètre ce matin, je lui ai dit, il y avait quand même -5. Je crois que Marcel a raison. Ah oui, oui, c'est sûr, ça tient, jusqu'à lundi. J'y pense plus. J'ai eu peur, parce qu'il y a eu un redout, le soir où on a pris l'apéro ensemble. Hein? Eh ben, le ciel s'était couvert. Et tu sais que le ciel, quand il se couvre un 10 décembre, pourrait bien être de la neige. Hein? C'est pas la flotte qui tombe, hein, cette période-là. Hein? Mais ça s'est rélevé, un peu dégagé. Et puis, avec le froid, si ça se trouve, on aura un mois de décembre qui sera bien sec, bien dur, mais il n'y aura pas de neige. Ouh, tu sais, elle vient toujours assez tôt. Hein? Ça y est, vous êtes prêts. On est prêts. Cécile est passée dans l'après-midi, elle a pris des œufs. Oui, oui. Et puis vous vous êtes fait la bise. Oui, je comprends pas pourquoi vous venez pas... Vous pouvez pas venir demain encore? Et non, demain, il faut vraiment qu'on vérifie tout. Et puis lundi matin, il y a les déménageurs. Alors, elle avait décidé, je dis au revoir à Madeleine, à Marius, et puis ça y est, tu sais, elle n'a pas fait le tour du village. Et moi, là, je suis venu, et au fond, je te dis au revoir, quoi. Ouais, mais écoute, tu vas pas... Pendant 2 jours, je vais te savoir en bas, puis je vais pas pouvoir te revoir. Non, mais on va peut-être se croiser, c'est sûr, mais enfin, disons que j'aurai pas beaucoup de temps à ce moment-là. Moi, je sais comment c'est, tu sais, au dernier moment, c'est du boulot, tout ça. Hein. Je peux pas t'aider pour le déménagement. Ah non, ça, les déménageurs, c'est prévenu, personne dans leurs pattes. Hein. Dis donc, Jean-Pierre, hier, il m'a dit, qu'est-ce qu'ils ont foutu en l'air au dépotoir avec la benne? Ah oui, ça, il y en avait, je l'avais prévenu. T'as fatigué, hein? Jean-Pierre dit non, ça m'a pas fatigué, mais vous avez jeté des tas de choses que moi j'ai ramassées. Hein. Oh, mais je sais que toi tu ramasses derrière moi. J'en ai jeté des trucs au dépotoir que j'ai retrouvés après. Oh, c'est resté 15 jours, 3 semaines dans la cour là. T'étais gamin, puis après tu les jetais quoi. Oui, mais j'ai ramassé des crayons, j'ai ramassé. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Oh, rien, rien. Puis Marius, il me regarde et puis il me fait un clin d'œil. Les crayons à monsieur De. C'est les crayons à monsieur De, s'il veut, il peut les garder. Mais je peux te donner des grands crayons, mais t'aimes mieux les petits crayons. Ouais, ça a servi. Ah, t'es rigolo. Et puis, qu'est-ce que t'as trouvé encore? Parce qu'il y en avait. Hein. C'était vraiment de la merde hein, là-dedans. Oh non, il n'y avait pas que ça. Il y avait... J'ai trouvé des... Il y avait des cahiers, des carnets. Des cahiers. Il y avait de l'écriture dedans? Oh oui, puis il y a des carnets où il n'y a rien, ou bien il y a comme des... Bah oui, il y a comme tes gribouillages, ça doit être... Tu essayes ton crayon, quoi. Moi, j'ai dit, oh là là, mais ça, c'est... Moi, je comprends. Oui, c'est vrai, dans des carnets, j'en ai toujours un à côté de moi, puis au fond, j'affûte mon crayon, tu vois. C'est-à-dire, je l'affûte avec un petit taille crayon, tu vois. Et puis, je le taille pas toutes les 5 minutes. Alors, ou bien je me sers d'un petit bout de papier de verre très très fin, et puis je frotte comme ça la pointe, tu vois. Oui, c'est ça, oui, oui, c'est comme Maclay quand il passait un petit coup sur la pierre à ses gouges à la fin. Il la mettait sur la meule, alors ça serait son taille-crayon, et puis juste à la fin, pour faire vraiment le fil, tu vois, il faut un fil au bout de ton petit ciseau à bois, tu vois, ou de ta gouge pour pouvoir bien aller décrocher là le bois. Eh bien moi c'est pareil, un petit coup de polissage, tu vois. Alors c'est sur le papier que je le fais, sur le papier. Alors à la fin ça finit par faire, un gribouillage, quoi, comme tu dis. Alors c'est ça que tu as ramassé?
Non, non, je veux pas voir. Non, tu es gentil, tu les gardes. Il y a que s'il y avait de l'écriture. J'aurais pu me tromper, puis vous faire jeter quelque chose que, bah, disons que j'avais noté, que j'avais recopié. Tu vois, ça aurait pu. Alors le Jean-Pierre s'est levé, puis il est passé dans la pièce au-dessus pour aller regarder si dans les cahiers il y avait des choses qui n'étaient pas que des gribouillages. Marius était là. Il tournait la tête à droite, il tournait la tête à gauche. Il activait le feu. Je lui dis, mais ne lui en remets pas, il est déjà bouillant et plein jusqu'à la gueule. Ouais. Ah, quand même. On n'a pas de pot. Oh, si, on a eu du pot. D'une certaine façon, on a passé un temps ensemble qui a été vraiment très bon. Et puis, d'une part, disons qu'on ne l'oubliera pas. Et puis, c'est ça la vie, tu comprends. On se reverra, je suis sûr, Marius, qu'on se reverra. Oui, mais on se reverra, tu sais. T'as un chien. Toi, t'en as eu un de chien ici. Bon, mais tu ne l'as pas élevé, puis bon. Mais si t'as un chien que t'élèves, qui est vraiment attaché à toi, puis que toi, bah, qu'est-ce que tu veux, tu peux rien y faire, tu t'attaches bien à ton chien aussi. Et puis, bah, tu sais pas pourquoi, voilà qu'il faut que tu te sépares de ce chien. Ou bien que t'es malade et puis il y en a un qui s'en occupe, puis comme tu reviens, bah mon vieux, le chien il l'a, puis il te dit j'aimerais bien le garder. Eh bien le chien que t'as élevé, qui te reconnaît, il sait plus comment faire avec toi. T'as jamais vu ça? Ah ouais, c'est pas comme avec les chats. Tu sais, Janine, elle avait toujours des chats. Moi j'en ai bien encore un ou deux là, mais m'en occupe pas des chats. Je le trouve gentil, j'aime bien ton chat, surtout Stéphane, je trouve qu'il est très gentil. Mais enfin, c'est pas comme un chien. Mais un chien qui s'attache à toi, bah d'accord, il a, il a comme de la mémoire. Mais quand il te revoit, c'est comme si, tu vois, c'est comme du lait qui a tourné. C'est encore du lait, mais il a tourné. Il te reconnaît, mais c'est pas comme avant. Pierre est arrivé. Monsieur II, il y a des cahiers où c'est écrit dedans. Ah, fais voir. J'ai pris les cahiers. Oui, c'est vrai, c'est écrit, c'est plus qu'écrit, c'est lisible. Jean-Pierre ne sait pour ainsi dire pas lire, pas grave. Mais Marius sait lire, j'ai pas envie. Tu en as ramassé beaucoup comme ça? Tu vois, je me suis trompé. Heureusement que tu es là. J'irai demain, je refouillerai encore là-haut. Non, c'est pas la peine. Quelqu'un va venir, va déverser des tas de trucs dessus. Bon, faut pas chercher. Mais je me suis trompé. J'ai jeté des cahiers que j'aurais pas dû jeter. En tous les cas, je dois les brûler, mais pourquoi vous voulez les brûler si vous avez écrit dessus? Je vais encore regarder. J'en ai ramassé beaucoup. Il est remonté, il est redescendu. J'avais plus rien à faire avec ces cahiers. Je ne regrettais pas de les avoir jetés. Je regrettais de savoir qu'il se trouve chez Griot, ou chez Marcel, chez quelqu'un que je connais, et qui, en lisant, me connaissant, je ne savais plus quoi me dire. Mais je ne voulais pas que quelqu'un que j'aurais connu lise dans mes cahiers. Je lui ai dit, si tu es sûr d'avoir tout ramassé, très bien, bah tu vois, je vais les prendre, je vais les ramener chez moi, puis je vais les mettre dans une boîte. J'ai dû jeter une boîte qui était pleine de mes cahiers. Ah, dit Marius, ça c'est bien, ça je suis content. Je suis content, bah, demain matin, Jean-Pierre, tu sais ce que tu as à faire? Tu files là-haut, et puis tu pars avec la fourche, et puis tu retournes, tu grattes, t'as bien vu où vous avez tout balancé avec la benne? Ouais. Eh ben tu sors tout ce que tu vois c'est des cahiers comme ça, c'est des cahiers comme ça. Ben, tout ce que tu vois, tu en fais un tas. Et puis s'il y en a beaucoup, non, il doit y en avoir une dizaine. T'en as quoi? T'en as 5 ou 6 là. Peut-être qu'il en reste encore 3 ou 4 là-haut. Si ça se trouve, il n'en reste pas 3 ou 4. Tu as ramassé ce qu'il y avait. Alors tu y vas, tu cherches pas, tu passes pas ta journée à chercher là-dedans, Jean-Pierre. Tu grattes, tu retournes. Si t'en trouves un, tu le descends. Si t'en trouves pas, t'insistes pas. Tu laisses comme c'est. Mais tu as bien fait de m'en parler. J'ai quitté Marius. Je lui ai dit, bon, écoute, Marius,
On est d'accord, on s'embrasse? On peut s'embrasser, deux bonhommes comme nous? On s'embrasse, on se dit à bientôt, on se dit tiens bien le coup. On se dit aussi, ben, installe-toi le téléphone, Marius. Si tu t'installes le téléphone, je te téléphonerai de temps en temps. Ça va être très utile pour toi, le téléphone, Marius. Tu peux plus venir chez moi, c'est fini. Où est-ce que tu vas aller? Marcel, il l'a pas encore. À la cabine là-haut, chez Billot, oh, ça t'emmerde d'aller chez les autres. Installe-toi le téléphone, et puis... Non, toi, tu m'appelleras pas parce que c'est loin, mais moi, je t'appellerai. Une fois, de temps en temps. Oh, pas toutes les semaines, hein, mais peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Un petit coup de téléphone. Ça sera bien. Tu reconnaîtras ma voix, je reconnaîtrai ta voix. Hein? Et puis... Alors, bonne santé, bon travail, bon hiver, force pas de trop. Si tu as vraiment un problème, tu m'en parles. Si t'en as pas, tu m'en parles. Tu fais écrire par Jacqueline. Elle peut. Elle peut tout dire. On est d'accord? Allez, viens. Ah, sacré Marius. Viens. Tu verras, ça se passera très bien. La fin de la vie, ça va être pour toi une vie plus calme. Hein? De temps en temps, tu penseras un peu à Cécile, un peu à Fred. Une fois dans l'été, je passerai par là, je m'arrêterai. Je te dis pas que toi, une fois dans l'été, tu passeras par là-bas et que tu t'arrêteras. Mais après tout, pourquoi pas? Ça peut arriver. Hein? Puis on n'a pas besoin tellement de se revoir souvent. Allez. Demain, sûrement que je te revois encore un coup. Mais enfin, on sait jamais. On sait jamais. Allez. Donne-moi ta main, puis donne-moi ta bonne tête. Salut, vieux. Salut. Cette nuit-là, je n'ai vraiment pas dormi. Les nuits précédentes, j'avais retrouvé un certain calme qui était lié à une grande fatigue. Préparer un déménagement. Mais là, je n'ai pas pu. J'en étais certain. Le fait d'avoir tenu Marius près de moi, contre moi, que Marius a eu des larmes dans les yeux, moi j'en avais eu aussi. Mais il y avait en lui une tristesse que moi je ne lui ai pas montrée, ou que je crois ne pas lui avoir montrée. Mais son visage était transformé. C'était comme le visage de quelqu'un que l'on connaît bien et qui a un évanouissement. La couleur change, les traits se tendent ou s'affaissent, ou on ne sait pas. On voit et on a peur. Et en ayant vu Marius contre moi à 10 centimètres de ma tête, j'ai eu un peu peur. Et j'ai revu cette tête-là, une bonne partie de ma nuit. Je me suis souvenu avec difficulté. C'était au début de notre vraie rencontre, quand enfin je pouvais serrer la main à quelqu'un et d'être sûr que cette main-là était ouverte de façon certaine, franche. C'était pas seulement le fait de boire un canon ensemble. De fumer une cigarette était déjà un partage différent. Mais tendre la chaise comme il me l'attendait, mettre ses coudes sur la table et me regarder en me disant « Alors ça y est, on a quand même fini par se rencontrer. » Oui, il avait raison, on avait quand même fini par se rencontrer. Quelqu'un ne me parlait pas à distance, soit en ayant peur de moi, c'était ce que je prêtais à certains en tout cas, ou bien ayant des doutes sur moi, ou bien me suspectant, ce qui me semblait être le pire. Non, là je m'étais trouvé, 10 ans avant peut-être, devant quelqu'un qui ne doutait pas, ne suspectait pas, ne s'aplatissait pas. Et j'avais dans ma nuit fouillé ce que Marius avait pu me dire,
est-ce que quelqu'un comme Marius, Marcel, je pouvais dire ce qu'il m'avait dit. Marcel m'avait proposé de l'ordre, mais ça m'avait aidé. Et Marcel avait, découlant directement de l'ordre, m'avait fait découvrir la nécessité de l'observation quand on est cultivateur. Si l'on veut planter le mieux possible, récolter peut-être aussi le mieux possible, éviter des efforts. Cette organisation qu'il avait trouvée et qui passait par l'interrogation de la situation dans le ciel, c'était un apport pour moi. De plus, Marcel, qui était moins violent, apparemment moins passionné, mais tellement plus vieux que Marius et que moi, présentait ou proposait une sorte d'équilibre qui, chez l'homme que je suis, dans les moments où brusquement tout s'excitait et s'emballait, me permettait, comme un patin de frein, de l'appuyer sur ma jante et de ralentir le train d'enfer dans lequel j'étais en train de tomber et duquel je n'allais pouvoir sortir qu'en dérapant, qu'en quittant la voie. Alors, peut-être y avait-il autre chose aussi. Peut-être que cette gentillesse de Marcel, me voyant pelleter notre chemin, me rejoignant avec sa pelle et sans mot dire, montant avec moi pelletant sur la droite en la rejetant, et lui pelletant sur la gauche en la rejetant. Et arrivé tout en haut, de lui bafouiller un remerciement, et lui de ne même pas faire attention à ce remerciement, et retournant chez lui, je l'entendais taper sur ses bottes pour faire tomber la neige, et gratter sa pelle pour en faire aussi repartir la neige. Donc, pas de la gentillesse, quelque chose que l'homme peut être le seul à se faire sentir. Alors que Marius, je trouvais les bons canons, je trouvais les bons yeux, quelquefois un jugement absolument incontournable, mais ce n'était pas là. Marius était... Enfin, je ne suis pas sûr de pouvoir dire que Marius était un bavard. Non, je ne crois pas. Mais Marius aimait parler. Et quand, après avoir fait, comme on dit, plus ample connaissance, ayant demandé qui était Cécile, moi d'où j'étais, qu'est-ce que je faisais, mes parents, voilà, et puis lui les siens, et puis petit à petit, on avait quitté tout ça, qu'on ne ressassait jamais, pour lui me raconter certaines choses. Et dans ce qu'il racontait, c'était, comme toujours, nécessairement, ce qui faisait saillie. Alors dans ce qui faisait saillie, il y avait le type qui s'était fait couper les deux mains tout à coup dans une scierie, et que lui avait ramassé et que les doigts bougeaient encore. C'était une vache qui avait fait un veau, mais le veau était difforme. Et le temps qu'il avait fallu que j'attende, et ça ne s'était pas produit en un seul jour, pour savoir quelle était la difformité de la bête. J'étais non pas excité par ce que j'allais savoir, mais je devinais mal et je voulais que lui me le dise, que lui me détaille la difformité. En fait, la difformité était une 5e patte. J'ai su ça 3 jours après. Je suis allé 3 jours de suite chercher des œufs, au point que Cécile me disait, mais je ne sais plus quoi faire avec les œufs. Oui, mais il faut que je voie Marius, je veux lui faire dire ce qu'il ne m'a pas dit. Oui, avec sa bestiole, mais tu n'es pas obligé de lui prendre des œufs. Tu pourrais très bien dire, je viens, je prends un canon, on fume une cigarette, et puis c'est tout. Et à la fin, Marius m'avait dit, bon, je vais te le dire, mais je veux pas que les enfants entendent. Il y avait une 5e patte, plus petite que les autres. Et
j'ai imaginé la maison, la ferme des parents de Marius, son frère et sa sœur, le père et la mère, la catastrophe que ça avait été de voir sortir un veau qui, normalement, tient tout de suite, un veau qui sort tient sur ses pattes. On le nettoie, on le frotte, ensuite il s'enroule par terre, il grelotte un petit peu, on lui met une couverture, et puis très très peu de temps après, on le présente aux tétines et il va commencer à se nourrir. La tête du père et de la mère, et peut-être des enfants, voyant qu'il y avait une cinquième patte. Et c'était une patte à l'avant ou à l'arrière? Non, à l'arrière. Alors, elle était sur le dos, elle était pas sur le dos et elle était pas sur le côté. Et il avait une queue. Ouais, il avait une queue. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Oh, mais on l'a zigouillé tout de suite. Parce que tu pensais que... Ah non, moi je pensais pas, j'étais gamin. Et le père tout de suite. Ça m'intéresse pas de savoir comment il l'a zigouillé, mais parce que tu crois... Enfin, ça arrive encore, ça? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais c'est pareil, on zigouille. Oh, t'as des vétérinaires qui te disent ça, là, faut me le garder, je l'emmène, je viendrai le chercher. On veut pas, nous, de ça. Oh, mais tu sais pourquoi, hein? Ils veulent regarder, ils veulent faire une expérience. Oui, oui, mais on le sait bien. Non, non, ça, on veut pas. Qu'est-ce que tu veux? La pauvre bête, elle est venue comme ça. Elle peut pas vivre comme ça. Elle pourrait pas vivre avec une cinquième patte. Ou bien c'est autre chose, tu crois? Oh, c'est autre chose. Oui, il y a tout de suite des histoires de femmes. Ça, je suis sûr que ma mère, elle a vu... Ouais. Et c'est pour ça que ton père l'a bousillé. Ouais. De toute façon, vous ne l'auriez pas bouffé. Ouh, t'es fou! Faut pas bouffer de la viande comme ça. Ouh là là! Jamais! Même quand tu trouves... Ça arrive aussi qu'il y ait des fois avec les poules un poussin qui est bizarre, tu vois. Moi, j'en ai vu. Il y en a des choses comme ça qui viennent. Faut tout de suite les tuer. Et puis, il faut les enterrer. Puis si c'est petit, il faut les foutre dans le feu. Il faut les tuer, mais les foutre dans le feu. Là, le veau, mon père, il l'a tué. Il l'a découpé. Pour que ça pourrisse encore plus vite, puis il a foutu de la chaux. J'y étais, on y était. Avec mon frangin, on y était. Oh, mais, tu vois, me dit-il à ce moment-là, il y a... Oh, c'était... Qu'est-ce que j'avais? Je devais avoir 18 ans. 19 ans. Ça devait être en 42, 43. Tu vois? Je me louais. Tu te louais? Oui, je me louais. Ça veut dire... le père, il n'avait pas tellement besoin de mon frangin et de moi. La frangine, elle l'aidait. Déjà, elle est costaud, tu sais. Et puis mon frangin était plus vieux que moi un peu, de 3 ans. Alors, bon, mon père, ma frangine, mon frangin, moi en plus, ça commençait à faire beaucoup, puis on n'avait pas beaucoup de vaches. Alors, je me louais comme bûcheron. Je partais pendant un mois, on faisait les coupes de bois. Ouais. C'est là que j'ai rencontré les premiers types qui venaient des villes. C'était des gens de Lyon, tu vois. Ils avaient pris une de nos cabanes. Ils étaient dedans quand on les a trouvés là. On leur a dit mais qu'est-ce que vous foutez là-dedans? On a bien vu que c'était des types des villes et tout. Puis ils ont dit non, faut pas avoir peur de nous. Ce qu'il y a, c'est qu'on va avoir besoin de ravitaillement. On en avait un peu avec nous. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Eh ben, on n'a pas voulu partir en Allemagne. Alors on est venu par ici. Et puis, on croyait puis peut-être qu'on qu'on allait trouver une vieille ferme abandonnée, puis qu'on pourrait vivre dedans. Et puis voilà, quoi. Ben, vous pouvez pas rester dans la cabane. On leur avait dit, c'est une cabane comme ça, vous pouvez même pas faire de feu dedans. Puis quand va venir l'hiver, mais vous allez crever. Si c'est une vieille ferme que vous cherchez, il y en a une qui est abandonnée, on peut vous y conduire. Le propriétaire, il est mort, et puis il n'y a plus personne derrière, ça va tomber en ruine.
si vous voulez. Alors ils étaient 5. C'était des jeunes, ils étaient un petit peu plus vieux que moi, tu vois. C'était des types qui devaient partir en Allemagne. Alors, on était on n'était pas mécontents de les avoir rencontrés, tu vois. On pouvait les aider, on savait qu'il y avait ça. Puis à Lyon et tout, il y avait des moments où ça chauffait, hein. Même à Bourg-en-Bresse, ça avait chauffé. Même à Ambérieu, ça avait chauffé. À la gare, une fois, ils avaient voulu arrêter des types et ça s'était pas passé facilement, hein. Alors là, on les amenait à la maison abandonnée. C'était la maison des Chapuis, tu vois. Je me rappelle, moi, je l'avais connu, le vieux Chapuis. Je l'avais connu, il était vieux. Mais il passait encore là. Il avait un peu loué les champs à mon père et puis après, il lui disait, tout ce que je te demande, c'est que ta femme, elle me monte la soupe et puis c'est tout. C'est tout. Une soupe par jour où tu envoies le gamin et puis c'est tout ce que je veux. Le reste, tu me donnes plus d'argent, plus rien, j'ai plus besoin de rien. Puis on l'a trouvé, il était mort. Oh, il a pas duré longtemps, tu vois. Il n'a pas fait un hiver, tu vois. Il a pris le lit et puis c'est fini. Mais alors la maison était... Il y avait encore quelques... Tu vois, il y avait... Je crois qu'il n'y avait pas le matelas, mais il y avait encore le sommier du lit. Le lit, il y en a qui étaient venus chercher les montants de lit, tu vois. Peut-être pour même faire du feu, je sais pas. Mais bon, il y avait la table encore. Dans la cuisine, il y avait la cuisinière. C'était un 4 marmites, comme on en a tous. Et puis, le bois, ça manquait pas. Il y en a tout autour de la maison. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire? Tu vois, enfin, on pouvait habiter la maison. Il y avait bien 2-3 gouttières. Ça commençait déjà à... Hein, tu comprends? Il était mort depuis un bon moment. Hein. Moi, je devais avoir dans les 10-12 ans quand il est mort, le vieux Chapuis. Et alors, quand ils sont arrivés... Il n'y a pas d'électricité. Nous, on n'avait pas d'électricité non plus. Quand ils ont vu la maison, ils se sont dit, c'est fantastique, il y en a un qui a dit. Ah, on a dit, mais c'est bien, vous êtes là. Ce qu'il faut, c'est faire attention, parce qu'il ne faut pas aller à Breno. Alors, c'était mon frangin qui leur avait dit ça. Parce qu'il y avait mon frangin, il y avait moi, puis il y en avait un autre. Puis l'autre, il a été tué, tu vois, après. Et on a bien été d'accord. On a dit, on parlera à personne. Personne ne vient par ici. On vous montrera un petit peu du bois, parce que là, il faut en couper, mais il sera humide. Et il ne faut pas brûler du bois humide. D'abord, ça fait trop de fumée et tout ça. On va vous monter un peu du bois avec le frangin. Et puis, il va falloir vous organiser. Mais nous, on ne dira jamais rien. On va seulement le dire au père, on ne le dira pas à la mère. Et puis de temps en temps, on passera par là, puis on vous donnera quelque chose. Et pour descendre à Breno, il faut faire très attention. Parce que Breno, il y a la gendarmerie, il y a des gens qui sont bien avec les gendarmes, on ne connaît pas bien la gendarmerie, vous ne pouvez pas faire les commissions dans les commerces, ça c'est pas possible. Mais vous pouvez trouver à bouffer. Vous pouvez. Puis avec nous, on pourra arranger ça. Et puis on les a laissés. Et puis on a continué, nous, à faire des coupes de bois. Et puis ça nous est venu à l'idée, on a dit, mais si on demandait à ces gars-là, ils feraient peut-être les coupes de bois avec nous. Personne ne demandait tes papiers pour aller couper du bois. Puis ça durait pas longtemps. Ça durait un mois et demi. Il y a 2 coupes par an. Il y a une coupe quand arrive juste le printemps, si on a la chance qu'il n'y ait plus beaucoup de neige. Et puis il y a les coupes qui arrivent vers la fin du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de novembre, s'il n'y a pas beaucoup de neige. Mais s'il y a un petit peu de neige, pas de problème, on peut quand même couper. Tu vois. Et puis, on écorce, on les tire avec les bœufs, on les amène au bord d'un chemin, ça passe là l'hiver, puis ils viennent les chercher, après ils se débrouillent. Nous, ce qu'on a à faire, c'est couper, ébrancher, écorcer, et puis mettre en tas. Et c'est tout. Et puis ils nous payent, ça va, c'est raisonnable. Ça permet de vivre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on part loin. On ne revient pas tous les jours à la maison. Alors, on dort dans des cabanes comme celles où on avait trouvé les 4 bonhommes, là, tu vois. Et puis, on est allé voir les patrons. On leur a dit, il vous faut une équipe de combien? Et ils ont dit, on est embêtés parce qu'il nous faudrait une grande équipe. Il faudrait qu'on soit au moins 8 bonhommes. Alors, on a dit, si vous voulez, on a des copains qui voudraient bien faire avec nous des coupes. Alors, il y a le frangin, il y a moi,